Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission et du continent, nous allons parler du Tchad. Et pour parler du Tchad, nous allons parler justement des prochaines élections législatives du 29 décembre 2024 pour savoir si ces élections vont faire sortir le Tchad de la crise après la transition suivie du mort de l'ancien président Idriss Déby. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Makaila Ngabla, journaliste, blogueur, ancien conseiller des droits de l'homme du président Mohamed Idriss Déby et qui est de retour en France depuis un an. Tout à fait. Merci Makaila d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mahmoud, merci beaucoup et merci effectivement au travail que fait La Voix du Djibouti, un média alternatif qui donne la parole à tous les acteurs, que ce soit africains et djiboutiens, pour parler effectivement et donner de l'information qui est un droit, un devoir. Et nous nous réjouissons d'être là et nous remercions également les téléspectateurs djiboutiens, tchadiens, africains en général, les parisiens, même français et européens qui suivent ces médias. Effectivement, le Tchad traverse une situation extrêmement inquiétante, et ce qui, comme vous l'avez su le dire dans votre introduction, nous a ramené encore en exil en France pour dynamiser, redynamiser, mobiliser, interpeller pour que la question tchadienne soit encore refasse surface au plan international. Merci encore Makaila. Effectivement, nous jouons notre rôle. Notre rôle, c'est un droit d'informer. C'est que la majeure partie des médias, en tout cas de ceux qui se disent journalistes, doivent s'enquérir et doivent s'acquitter de ces droits d'informer d'une manière impartiale. Pour commencer, Makaila, nous allons savoir les élections législatives. Est-ce qu'à votre avis, sont de nature à faire sortir du Tchad de la transition, en tout cas de la crise qui a suivi la mort de l'ancien président Idriss Déby? Quelle est aujourd'hui, Makaila, la situation avant de rentrer dans cette logique? Est-ce que ces élections vont apporter quelque chose? Mais est-ce que la situation politique, sociale du Tchad, vous êtes revenu, je disais tout à l'heure, depuis un an en France, est-ce que la situation a évolué dans les bons sens ou pas? Merci beaucoup Mahmoud. Moi je pense que la situation n'a pas du tout évolué, étant donné que la mort de Déby, qui est censée effectivement mettre un terme à 30 ans de répression, 30 ans de confiscation du pouvoir, et avec une nouvelle transition qui a vu venir la participation des acteurs de la société civile tchadienne, la participation des acteurs politiques, la participation de la diaspora. Et c'est à ce titre que nous autres qui étions en exil, nous étions rentrés pour accompagner, aider à ce que la transition puisse réussir et qu'elle puisse déboucher à un retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez très bien que les élections du 6 mai, qui étaient censées mettre un terme à une transition de 3 ans, a été très mal organisée. La preuve est que Mohamed Idriss Déby a gagné d'une manière, avec un score fleuve, donc un score sténalien. Et aujourd'hui, nous pensons que l'espace des libertés et l'espace civique et politique est complètement fermé à l'opposition démocratique, qui ne parvient même pas à organiser des manifestations parce qu'il y a des lois liberticides interdisant les manifestations. À cela s'ajoute malheureusement un plan d'exécution extrajudiciaire des opposants. Donc Yaya Diallo était mort, Robert Ngam, qui était un secrétaire général qui a remplacé Yaya Diallo comme secrétaire général du parti, a été incarcéré depuis bientôt 3 mois. Et d'autres arrestations arbitraires et abusives se font dans ce pays-là. Des pratiques abusives sont récurrentes. Nous pensons que la transition a échoué, ce qui explique notre retour en France, ce qui explique également que nous sommes encore de nouveau inscrits dans une voie de lutte. On ne sait pas qui et quand ça va finir. Et donc nous pensons que malheureusement Mohamed Idriss Déby avait la chance historique de pacifier le pays, la chance historique d'organiser une élection libre et transparente, ou bien des élections libres et transparentes qui vont effectivement le consacrer comme modèle démocratique, mais il a raté l'histoire. Il commence à réprimer, il s'est élevé à la dignité de maréchal Mahmoud. Et donc nous pensons qu'il n'offre pas de perspectives démocratiques et que la société tchadienne aujourd'hui complètement à genoux.
la misère est grandissante, l'exclusion est massive et la confiscation du pouvoir par l'armée est quand même apparente et que le régime est un régime totalitaire, un régime dictatorial, un régime tyrannique, un régime où vous savez très bien que hier on a appris malheureusement et tragiquement la mort de M. Salah Déby, qui est le petit frère du président Idriss Déby, et l'oncle également des membres d'Idriss Déby, l'actuel président. Donc dans ces climats de persécution d'opposants, dans ces climats de répression généralisée, on ne peut pas dire sur ce plateau, à travers la LVD, la voix de Djibouti, que tout se passe bien au Tchad. Tout se passe mal. Malheureusement, c'est une tension qui a déraillé avec des conséquences meurtrières, des morts d'opposants, des morts de manifestants, effectivement des dilapidations de nos ressources pétrolières, de la dilapidation des revenus, des maigres revenus du peuple tchadien. Et donc, du coup, nous pensons que la situation est extrêmement inquiétante. Et de mon point de vue, en tant qu'observateur averti de la scène politique tchadienne, nous sommes là pour interpeller les amis du Tchad, les soutiens, pour que la situation puisse être une véritable tragédie, un drame dans lequel nous sommes là. Nous avons répondu à l'appel de cette main tendue et nous sommes rentrés pour aider à la reçue de ces tensions. Sauf que, comme vous l'avez dit, la situation reste quand même indescriptible. Beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup d'arrestations, de disparitions d'opposants. On avait évoqué le cas de Yaya Djoulou. Aujourd'hui, ça fait depuis le mois de février 2024, il était assassiné de manière tragique. Son secrétaire général, Robert Ngam, a été enlevé. Hier, on apprend le décès également de Salah Idriss Déby, qui est le frère du président Idriss Déby, dans des conditions suspectes. Donc, une chape de plomb pèse sur le Tchad. L'espace des libertés est complètement verrouillé parce qu'il y a des manifestations qui sont interdites. L'opposition ne s'exprime plus, elle est confinée dans une salle de conférence. Et au niveau international, on a l'impression que la question sécuritaire omnibule la communauté internationale, dont la France. Donc aujourd'hui, nous pensons que les Tchadiens ont droit également à une transition démocratique saine, sans violence. On a droit également à une alternance, sauf que après les élections du 6 mai 2024, qui a été remportée par Mahamat Idriss Déby dans des conditions que vous connaissez très bien. Il était autoconduit. Voilà, donc il s'est autoproclamé président de la République. Et là, on s'achemine vers des élections législatives qui sont censées encore une fois de plus marquer les retours à l'ordre constitutionnel. Sauf que les conditions d'organisation de ces élections pour nous sont irrégulières et ne rassurent personne, ne rassurent ni l'opposition tchadienne donc, qui a boycotté. Donc, je parle de groupe de concertation d'acteurs politiques et je parle également du parti des transformateurs de l'ancien premier ministre. Oui, justement, on a l'impression que depuis la mort de l'ancien président Idriss Déby, l'opposition tchadienne est complètement éclatée et sur le paysage politique au Tchad, on a l'impression qu'il n'y a plus d'opposition. Tout à fait. Est-ce que c'est l'œil d'extérieur qu'on voit ça ou est-ce que les Tchadiens aujourd'hui ont cette impression? Vous avez tout à fait raison, Mahmoud, parce qu'en fait l'opposition a été éclatée. Le figure de l'opposition tchadienne comme Salih Kebzabo, comme Galinga Tangote, comme Alabo, comme Laouk Madar, on rejoint la transition. Donc, qui est opposant aujourd'hui et qui est avec le régime? Parce qu'on a un peu du mal là. Voilà, il y a une confusion. Donc tout le monde, l'étranger, tout comme les Tchadiens, nous sont tous perdus. Et donc l'opposition existe certainement, mais une jeunesse avec d'autres figures. Une opposition est en train de se reconfigurer avec d'autres acteurs nouveaux. Et notamment, je parle du GCAP, donc je parlais du groupe de concertation d'acteurs politiques mené par Max Konkoué et Nassour Koursami, qui sont des figures de l'opposition. Et également une coalition qu'on appelle Wakitama, qui est composée des acteurs de la société civile et qui fait encore bouger les choses, mais dans un climat répressif. Parce que la terreur des militaires fait que les opposants ne peuvent pas s'exprimer, Mahmoud. Donc la situation, à l'heure où je vous parle, il y a une chape de plomb qui pèse sur la société tchadienne, il y a une chape de plomb qui interdit totalement à l'opposition de s'exprimer. Donc nous sommes dans une situation d'inquiétude généralisée et avec tous les risques de débordement, la reprise des hostilités armées aussi, ça il ne faut pas exclure parce que les gens ne vont pas accepter. Il y a également des risques même de contestation interne au sein de l'armée. Oui, justement, on a l'impression que aujourd'hui, la purge s'est faite à l'intérieur même du système Déby, de l'ancien système Déby.
On a, après, vous avez parlé tout à l'heure de la mort de Yaya Dillo, mais là, vous parlez aussi de son oncle, ça, oui. Un autre qui a été, qui est mort dans des conditions suspectes. Est-ce que la purge aujourd'hui ne se fait pas à l'intérieur même du système pour préparer peut-être à une autre dictature de 40 ans? Mais évidemment, on va vers une dictature de 40 ans. La preuve, c'est que M. Idriss Souboy, ancien directeur de cabinet, a été viré. Le secrétaire général du MPS, M. Mamazen Bada, qui a été depuis toujours avec le pouvoir, a été viré. Et donc, c'est une purge au sein de l'armée. Certains officiers de l'armée ont été écartés. Et on ne comprend pas pourquoi, pour quelle raison. Et donc, on va justement, on s'achemine tout droit vers encore une réédition des 30 ans, des 40 ans de règne autocratique d'un régime des régimes absolument en fait de terreur. Et cette situation doit interpeller non seulement les Tchadiens, mais interpeller les amis du Tchad. De manière générale, il faut absolument qu'on essaie de trouver une solution à un régime qui est extrêmement violent, un régime qui est répressif, un régime qui n'accepte pas des contradictions. Et donc c'est dans ces conditions que M. Mohamed Idriss Déby, qui était général 5 étoiles, est promis maréchal du Tchad. Donc après la mort, après son père, il est le deuxième maréchal du Tchad. Ou même en Afrique, on compte peu de maréchal, si je peux me permettre de dire. Donc on va vers une situation réellement inquiétante. Ce qui nous a obligés, nous autres, de revenir en France pour réorganiser la lutte autrement et comment mobiliser nos anciens réseaux. D'accord. Vous êtes un homme de médias. Quelle est la situation de la presse au Tchad aujourd'hui? La presse est terrorisée. La presse en ligne a entamé depuis un mois une grève sèche, encore une contestation. Les médias classiques, privés, etc., qui sont dans un cadre corporatiste, n'ont pas reçu depuis bientôt 2 ans ce qu'on appelle les subventions. Et c'est grâce à ces subventions que ces médias travaillent. Et donc la privation de leurs subventions a obligé ces médias à boycotter les élections législatives. Donc ce matin encore, ils ont remis, les professionnels des médias ont remis les badges pour la couverture des élections législatives et donc de la campagne de ces élections législatives. Donc les médias sont d'abord, les journalistes sont précarisés et en plus de cela, ils vivent dans un climat de terreur. Vous savez très bien que des journalistes, de tentatives d'enlèvement d'un journaliste il y a 2 mois, des Tchad Info qui a été enlevé dans les locaux de l'ANS. L'ANS, c'est l'Agence nationale de sécurité d'État. Et là, encore récemment, on a entendu parler qu'un journaliste, le directeur de Tchad Info a été poursuivi par des voitures avec des vitres teintées jusqu'à son domicile. Et donc dans un tel climat, je pense que les journalistes travaillent dans un environnement hostile, dans un environnement qui ne leur permet pas de travailler en toute liberté d'expression. Et donc la presse est menacée, les journalistes sont également menacés. Donc en tout cas, d'une certaine mesure, la situation du Tchad, à tout point de vue, inquiète tous les observateurs, que ce soit locaux ou bien internationaux. Il y a eu aussi des tueries. Il y a eu presque 200 morts. Lorsque vous étiez, on va dire, conseiller du président. Est-ce qu'il y a des enquêtes aujourd'hui qui déterminent qui était responsable de cette tuerie et quels sont les auteurs des crimes? Mais justement, vous avez raison, les événements du 20 octobre, nous avons dénoncé à l'époque, en étant conseiller aux droits de l'homme, nous avons dit, moi personnellement, j'avais dit que c'était une tache noire de cette transition. Du point de vue de l'opposition, donc à l'époque c'était Succès Masra et le mouvement Wakitama qui était initiateur de cette manifestation, qui était violemment réprimée d'ailleurs dans le sang. Qui était victime. Voilà. Et donc au niveau international, Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH on avait demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Et seulement qu'au bout d'une année et demie, Succès Masra, qui était à la tête de son informateur, avait négocié son retour. Il était devenu Premier ministre. Mais en principe, l'enquête devrait faire son bonhomme de chemin. Il n'y a pas de lien. Voilà. Donc il était devenu Premier ministre, mais au bout de 4 mois, il était éjecté. Maintenant, au regard de ce que j'ai comme élément d'appréciation, c'est que les organisations internationales poussent la réflexion pour une enquête internationale. Donc, je vais parler de l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, basée à Genève, qui a déjà, dans un premier temps, porté plainte au niveau des tribunaux nationaux pour l'ouverture d'une enquête totalement indépendante, impartiale au Tchad. Au cas où l'enquête n'aboutit pas, l'OMCT envisage effectivement la saisine des juridictions internationales, donc des juridictions onisiennes. Donc je parle de la Cour pénale internationale. Donc de mon point de vue, d'une manière ou d'une autre, même si l'accord a scellé entre Succès Masra
et le pouvoir en place a permis son retour au Tchad, qu'il a assumé des postes à responsabilité. Mais du point de vue des organisations internationales, il faut relancer l'enquête, il faut réclamer l'enquête à corps et à cri pour les victimes, pour les personnes ayant été... Plus jamais ça. Plus jamais fait que ces situations ne se répètent pas. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad est, de mon point de vue, un pays verrouillé complètement sur le plan politique, sur le plan associatif, sur le plan militaire, étant donné que c'est l'armée, une armée qui est là, une armée qui est infodée complètement à un seul homme, donc qui dépend de Mohamed Idriss Déby seul, et qui dirige d'une main de fer. La preuve, c'est qu'il a fait dégager la France. Justement, vous étiez ceux qui ont cru la petite ouverture après la mort d'Idriss Déby. Vous étiez ceux qui ont cru à une ouverture, à une possible évolution du système. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous êtes revenu en France, vous êtes aujourd'hui encore un journaliste en exil. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? La fenêtre est fermée? Définitivement. Dans un premier temps, moi, on était activistes, militants, journalistes, blogueurs. On était partis pour aider une transition. J'en ai appris beaucoup pendant 2 ans. Au Tchad, j'en ai appris en termes de comment en termes institutionnels. Hein, j'ai beaucoup appris. En fait, en quelque sorte, mon expérience de militant, je l'ai associée à une expérience institutionnelle qui m'a permis de connaître beaucoup de choses. On est revenu aujourd'hui parce qu'on a estimé que ce que nous voulons n'a pas été réalisé dans l'ensemble parce que la transition a échoué en quelque sorte, et nous sommes venus recomposer, reconstruire, redynamiser, si je peux me permettre de dire, la lutte afin que la voix du peuple tchadien soit portée à un niveau très élevé pour que, effectivement, plus jamais ça, pour qu'une transition nouvelle se crée, pour que le régime actuel qui est en train d'aller vers des dérives autocratiques très très dangereuses s'arrête, afin qu'on puisse quand même appeler les Tchadiens à un nouveau consensus, ce qu'on appelle un nouveau consensus social, un nouveau contrat social, qui permettra aux Tchadiens, dans leur ensemble, dans leur majorité, de se retrouver tous autour d'une table de négociation, et que les vrais mots qui ont miné la société tchadienne pendant 66 ans, 64 ans pour moi, depuis l'indépendance à nos jours, puissent être éradiqués de manière définitive, et qu'on puisse quand même se fraterniser et de nouveau relancer ce qu'on appelle l'économie nationale tchadienne, relancer ce qu'on appelle la cohésion nationale, réformer l'armée tchadienne et faire en sorte que le Tchad devienne un état de droit. Justement, vous avez dit tout à l'heure la France qui s'est fait sortir du Tchad, mais le monde entier, on était surtout dans les pays africains et même en France, il y a eu une grande surprise de voir que le pouvoir djihadien demande à la France de rompre on va dire les relations défense entre le Tchad et la France, alors que de l'autre côté, c'est le pouvoir en France qui avait presque couronné le président Mohamed Idriss Déby. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, M. Mahmoud, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était rendu au Tchad, et vous savez très bien que le Tchad était très impliqué dans la crise du Soudan, donc au Darfour, et en soutien à ce qu'on appelle les FSR. Les FSR, c'est Force de soutien rapide des Himiti. Et donc, la France, en se rendant au Tchad, avait demandé au Tchad, selon la partie tchadienne, au gouvernement tchadien, de cesser toute ingérence dans le conflit au Soudan. Cette déclaration n'a pas plu à M. Mohamed Idriss Déby, qui aussitôt a demandé à son ministre des Affaires étrangères, M. Abdelrahman Koulamala, de rompre les relations, la coopération militaire et de défense avec la France. Et vous savez très bien qu'en 2006, l'incursion rebelle depuis le territoire soudanais a été réprimée ou bien bombardée par... La colonne a été bombardée par la France. En 2008, pareil, les gens étaient venus encercler Mohamed Idriss Déby jusqu'au palais. Ils ont été repoussés. En 2019, pareil, une colonne qui venait de la Libye a été bombardé par les Mirages français. Oui, jusqu'à là, c'était la France qui était le soutien militaire, financier et diplomatique du Tchad, du gouvernement. Jusqu'à la mort de Et puis, je voudrais vous ajouter que les gars, les forces de ce qu'on appelle le FACT, le Fonds pour l'alternance et la concorde, qui était à l'origine de l'attaque de 2021, qui accuse aussi la France de les avoir bombardés toute la journée quand ils faisaient leur incursion en 2021 pour combattre l'armée. Donc la France, et comme vous l'avez dit, à tous les niveaux, a soutenu le pouvoir pendant 30 ans. Et subitement, c'est ce pouvoir que Macron est parti adouber qui décide de rompre la coopération militaire avec le Tchad. Qui le met dehors. Voilà, qui le met dehors. Et là, c'est un affront pour la France. C'est une honte pour la France. Qui a soutenu, et vous savez, Mahmoud, c'est à cause du soutien de la France au Tchad, au régime tchadien, que la France a perdu le Niger.
le Mali, le Burkina. Parce que les autres pouvoirs militaires qui sont en Afrique de l'Ouest ont dit à la France, mais il y a deux poids, deux mesures. Vous fermez les yeux sur une prise de pouvoir militaire au Tchad et vous condamnez un coup d'État militaire à Bamako, à Ouaga. Effectivement, ça enlève toute crédibilité donc, là, aux paroles politiques. Oui. Paris s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un sable mouvant tchadien et qui n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir tchadien qu'ils ont soutenu, qui les met dehors. Et donc pour nous, observateurs attentifs tchadiens, notamment de l'opposition, on pense que la France a essuyé un revers au Tchad. Et le vol diplomatique, son image a pris un coup. Maintenant, les Africains trouvent que la France n'est plus crédible. C'est pourquoi nous pensons que Paris, M. Mahmoud, c'est le même problème que nous avons au Tchad, vous avez vous-même à Djibouti. Donc Paris devrait plutôt reconsidérer son approche, que les Djiboutiens, que les Tchadiens ont tous la même revendication, et l'unique revendication avec un dénominateur commun, la démocratie. Il faut que la démocratie s'enracine. Il faut que des régimes qui ont perduré, c'est-à-dire pendant 30 ans, je vais parler même à Djibouti, pendant 30 ans, au Tchad, pendant 40 ans, et un peu partout, et au Togo, tous ces régimes-là partent au profit d'une alternance et que les Tchadiens, comme ça, la France pourrait quand même garder des bons rapports avec ses anciennes colonies. Mais si tel n'est pas le cas, aujourd'hui elle est chassée dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, et là, l'Afrique centrale, il se peut que même à Djibouti, Paris, la France pourrait éventuellement, si les Djiboutiens contestent, ils réclameront également le départ de la France. Et donc, Djibouti est un pôle stratégique. Oui, le dernier rempart de la France. Oui, le dernier point d'ancrage de la France en Afrique. Et donc, du coup, ils vont être sortis par la mer, s'ils ne font pas attention. Et donc, moi, j'ai peur. C'est pourquoi, à travers cette émission, je lance un appel aux décideurs politiques français de revoir leur politique en Afrique, et notamment dans ces pays où les dictatures règnent et persistent, avec le soutien de la France. Donc, nous pensons que la France a encore une chance de reprendre ses relations de manière saine avec ces pays, ces anciennes colonies, qui malheureusement, elle a plutôt martyrisé et meurtri beaucoup de populations. Quelle est la réaction de la population tchadienne à ce départ de la France, des forces françaises au Tchad? Bon, écoutez, le peuple tchadien est mitigé. Les populations sont dans leur ensemble. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que l'ensemble des Tchadiens sont divisés. Parce qu'il y a une minorité qui, au nom de la souveraineté que prononce M. Mohamed Idriss Déby, il décide de virer la France. Or, la base, c'est-à-dire aujourd'hui, l'ensemble des Tchadiens ne sont pas tout à fait d'accord pour le départ de la France. Y compris dans les rangs de Mohamed Idriss Déby, son entourage immédiat, ses parents, ses proches. Vous savez, M. Mahmoud, c'est que les parents, la famille de Déby ont investi en France. Ils viennent se faire soigner en France. Ils passent tout leur temps en France. Mais c'est dans ces conditions qu'on remercie effectivement un allié. Donc moi, je pense que c'est une erreur monumentale et stratégique sur la base des fiches, des notes qui ont été rédigées par les services de renseignement, qui ont fait comprendre à Mohamed Idriss Déby que non, la France soutient de l'opposition, elle cherche à vous renverser, etc. Et même si Mohamed Idriss Déby avec son entourage, il décide avec des conseillers farfelus qui décident de rompre une relation vieille de 60 ans. Donc moi, je pense que la population tchadienne dans leur ensemble ne sont pas tout à fait d'accord avec cette rupture. Les Tchadiens veulent vivre au même titre que tout autre citoyen, dans de bons rapports avec la France. Vous savez très bien, on peut certes accuser la France, mais la base, l'hôpital militaire qui est à N'Djamena et qui est à Faya, qui est dans certaines régions, aide les Tchadiens, soigne les Tchadiens. Quand il y a des inondations, quand il y a des incendies, c'est les Français qui interviennent. Ça, je voulais vous le dire et le témoigner. Je ne suis pas pro-français, je veux juste tout simplement relever c'est un constat. C'est un constat que nous pensons que la France a fait beaucoup d'erreurs. Elle doit corriger ses erreurs au profit de la démocratie, de l'état des droits et surtout du respect des droits de l'homme dans nos pays. Sans cela, je pense qu'un peu partout, les gens vont demander son départ et malheureusement, c'est l'image de la France qui prend un coup. Oui, et justement, pendant les manifestations de l'opposition tchadienne, on avait l'impression que la population tchadienne était contre. Il y avait un sentiment anti-français, on associait le régime avec la France. Oui. Et aujourd'hui, le régime se débarrasse. Le régime, est-ce qu'il a gagné des galons sur ce départ? En fait, c'est un peu complexe. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le régime essaye de coller à une opinion biblique qui l'accuse, la France, de soutenir une dictature? Mais justement, c'est une instrumentalisation de l'opinion publique tchadienne. C'est que le pouvoir, au regard de l'appel, plusieurs appels, et le pouvoir est en train d'imiter ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina. En copiant cela, en le transposant dans un pays aussi morcelé comme le Tchad, ou division nord-sud, chrétien-musulman, la France était devenue en fait le bouc émissaire d'un pouvoir, qui a effectivement, qui elle-même
divise sa population. Voilà, divise. Et donc nous pensons que les gens qui ont brandi des drapeaux hostiles à la France, c'était des gens plutôt manipulés, une minorité d'individus qui étaient manipulés dans l'intérêt effectivement du pouvoir en place pour faire peur à la France. Et puis là, la France est partie. Il va y avoir un vide. Beaucoup de mirages français vont partir, des hélicoptères vont partir, et les troupes vont partir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Tchad ne pourra pas, l'armée tchadienne n'aura pas ce qu'on appelle le soutien aérien. Donc tout peut arriver, on ne sait pas quand, mais il y a un risque réel d'affrontement même dans le pays. Donc nous pensons que M. Mahamat Idriss Déby a très mal fait. Si moi j'étais son conseiller dans ce sens politique ou bien diplomatique, je leur ai déconseillé de ne pas rompre une relation aussi importante avec la France. Parce que même si lui, il peut se faire soigner un peu partout, les autres Tchadiens ont droit aussi à se faire soigner en France. Est-ce que, d'une autre manière, la France ne paye pas le lourd tribut qu'elle a fait sur le manque de démocratie dans les pays où elle a colonisé? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un retour de bâton pour la France, vu qu'elle a soutenu, armé, entretenu des régimes dictatoriaux en France, en Afrique? Mais c'est l'effet boomerang. Vous savez très bien que dans les années 90, la conférence de la Bolle, qui était censée mettre un terme au régime autocratique, dictatorial, des régimes d'exception. Cette conférence de la Bolle a été appréciée par l'ensemble des acteurs africains qui ont salué. Et ça a permis effectivement au départ, à l'époque, M. Idriss Déby, qui était chef d'état-major du conseil à la défense de M. Hissène Habré, avait profité de cette conférence de la Bolle pour prendre le pouvoir au Tchad. Un peu partout, des régimes au Mali, au Togo, au Bénin, je pense, il y avait des régimes au Congo aussi. Sauf que la France, au lieu d'être, elle est de respecter, d'accompagner le processus de transformation démocratique de nos pays, la France est modérée et s'est adaptée encore à des régimes autocratiques qui étaient incarnés par Idriss Déby, Sassou Nguesso, Paul Biya, et ça c'est en ce qui concerne l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, il y avait les Blaise Compaoré qui étaient restés jusqu'à leur chute. Donc nous pensons que Paris aurait dû très tôt, depuis la conférence de Roche, redéfinir un peu son partenariat politique avec l'Afrique. Mais la France, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à l'origine de sa propre turpitude. Parce qu'elle n'a pas voulu écouter les cris de cœur des organisations de la société civile, des journalistes indépendants, des observateurs, des analystes politiques qui ont toujours demandé à la France de reconsidérer, et même ici en France, des voix des organisations françaises qui appellent la France à revoir toute sa politique africaine. Mais au niveau du Quai d'Orsay et de l'Élysée, les gens sont restés sourds. Sourds sur Nicolas Sarkozy, sourds sur Jacques Chirac, sourds sur Hollande, sourds sur Hollande, et puis après Hollande, c'est Macron. Et donc nous ne savons pas comment la France peut-elle, aujourd'hui et demain, se rattraper vis-à-vis de sa politique africaine. Là, les défis restent entiers. Et là, aujourd'hui, la France, elle a perdu complètement en image, en réputation sur le continent africain. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Les Africains s'approprient les luttes. Moi, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un peu partout, les gens ont demandé à la France de partir. Au Niger, au Burkina, au Mali. Là, au Tchad, curieusement, c'est le pouvoir qui les fait partir aussi. Donc, qui dit que demain, il ne va pas avoir effectivement la France un peu partout. Et là, il reste le dernier rempart, c'est Djibouti. Donc, si elle part de Djibouti, il n'y aura plus les forces françaises en Afrique. Donc, nous pensons que l'air est très très grave. Et c'est aux Français, aux décideurs français de voir comment ils peuvent redéfinir et réarticuler en fait leur politique africaine en fonction des revendications politiques et démocratiques des peuples. Justement, est-ce que vous avez suivi, vous êtes un journaliste qui a l'œil sur tout ce qui se passe en Afrique, le dernier voyage de le président français Emmanuel Macron à Djibouti, est-ce que vous avez suivi et qu'est-ce que vous avez retenu des déclarations et des sorties, l'entretien qu'il a eu avec le président Guelleh, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, c'est que nous avons suivi depuis quelque temps, depuis la semaine dernière, on avait appris à travers la presse internationale comme quoi Macron avait envisagé de se rendre à Djibouti, c'était le 20 décembre, pour rencontrer les forces françaises là-bas. Ce que nous avons retenu, c'est que la France change de curseur. Après avoir perdu l'Ouest Afrique et le Tchad, on ressuscite une amitié avec Djibouti. C'est vrai, ils sont déjà présents à Djibouti, mais on trouve un autre allié, encore avec les mêmes cultures sociologiques, comme des pays comme le Tchad, les pays du Sahel. Djibouti a les mêmes caractéristiques que le pays du Sahel, mais avec le même tempérament culturel, sociologique. Donc on trouve un nouvel ami.
C'est qui? C'est IOG, qui malheureusement est là au pouvoir depuis 26 ans au pouvoir, en réprimant son opposition. Donc tout ça, Paris, encore, ne tire pas les leçons des conséquences à tirer sur le Burkina, sur le Mali, sur l'autre. Mais on trouve un autre allié, parce qu'en fait, Djibouti est devenu un pôle stratégique. Et donc, Paris ne veut pas lâcher Djibouti. Mais c'est au détriment de qui? C'est au détriment des forces progressistes djiboutiennes qui, elles, demandent à tout prix qu'il y ait un changement, qu'il y ait une alternance, mais qui sont réprimés, qui n'ont pas droit à la page. Et donc, la lutte va encore se refaire à Djibouti avec un autre format. Ils vont réinventer, les Djiboutiens certainement vont réinventer un nouveau format. Ils vont certainement interpeller la France dans sa responsabilité historique à faire de IOG un pouvoir éternel. Et IOG est dans une posture, effectivement, vous savez très bien, il est dans une posture de changer la constitution pour encore briguer nettement. Et là, est-ce que les Djiboutiens vont encore se taire devant facile? Et les risques sont qu'il va y avoir des contestations dans la rue. Il va encore aussi avoir à l'extérieur aussi, les Djiboutiens vont devoir s'organiser pour interpeller à travers leurs outils de communication, interpeller l'Assemblée nationale, interpeller aussi l'Union européenne et même porter la voix du peuple djiboutien à un niveau élevé. Et donc c'est la France qui va prendre un coup. Et c'est dû effectivement à une mauvaise politique de M. Macron. En partant à Djibouti, il a fait une erreur, il a commis une erreur monumentale qui risquerait effectivement de radicaliser l'opposition djiboutienne contre la politique étrangère de la France. Et la présence de l'armée française à Djibouti. Exactement. Si on revient un petit peu au Tchad, vous avez dit les élections qui arrivent. Quelle est la date exacte? Le 29 décembre. Le 29 décembre 2024. Oui. D'accord. Le 24 décembre. Le 29 décembre 2024. C'est ça. À la veille de Nouvel An. C'est Nouvel An, oui. Est-ce que, comme on avait parlé tout à l'heure, l'opposition aujourd'hui, bon, on se trompe, mais à l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas réellement, en tout cas l'ancienne opposition qu'on connaissait, on a l'impression qu'elle a rejoint le pouvoir. Est-ce qu'elle a une chance cette opposition aujourd'hui de créer une alternative, une cohabitation, un moyen de sortir de la crise au Tchad? Le problème, c'est que le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, qui est un parti au pouvoir, qui est enraciné depuis 30 ans, a tous les leviers institutionnels. C'est du pouvoir. Donc vous avez l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. On ne peut pas inventer un nom. Voilà. Un nom pareil. Voilà. Vous avez il n'y a pas de problème, c'est vraiment l'ANGE. C'est ça. Voilà. Vous avez le Conseil constitutionnel qui est infondé par un porte-parole du MPS qui est devenu le président du Conseil constitutionnel, donc M. Maître Jean-Barnet Padari. D'accord. Vous avez ce qu'on appelle la Cour suprême, qui est dirigée par M. Semir, qui est aussi un membre qui était très proche du pouvoir en place depuis des années et qui est membre. Donc on ne peut pas gagner contre les partis État. Les partis État. Donc c'est justement. Donc l'opposition participe pleinement dans les campagnes, etc. Mais sauf que les résultats vont être tronqués une fois que ces résultats sont confinés dans une maison entre quatre murs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que l'opposition n'aura pas de représentants au moment du déploiement. Et donc si le pouvoir accepte qu'au moment du déploiement, les procès-verbaux, le représentant de l'opposition signe et prennent en photo, et ils envoient ça peut-être au style sénégalais. Oui. Là peut-être, mais au Tchad, c'est l'armée qui va assiéger les urnes, c'est l'armée qui va assiéger le bureau, les urnes, et c'est elle-même qui va transporter les urnes, et qui peut avoir des urnes déjà préfabriquées, avec des résultats préfabriqués. Donc l'opposition fait de la figuration. Et donc nous pensons que dans un tel climat, il y a un risque réel, Mahmoud, d'espérer à la victoire de l'opposition dans un contexte de suspicion aucune chance. Voilà. Aucune chance. Juste avant de terminer ma dernière question, est-ce que lorsque le Tchad a rompu, on va dire, les accords de défense, beaucoup de gens ont pensé que le Tchad se rapproche de la Russie. Est-ce qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre le Tchad et la Russie? C'est une très bonne question, Mahmoud. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, M. Mohamed Idriss Déby et son ministre des Affaires étrangères ont endormi les Français. En disant que nous rompons les relations de la coopération militaire avec la France, mais nous ne remplaçons pas la France par un autre. Sauf que Mahmoud, avec cet discours, les médias français avaient applaudi que la France part, mais le Tchad ne sera pas remplacé par les Russes. Mais c'est tout à fait faux.
au bout de 2 semaines, M. Mohamed Idriss Déby demande encore et donne un délai d'1 mois aux Français de partir. Entre-temps, on entend, d'après nos informations, qu'on entend que des Russes voyagent dans des avions commerciaux en civil pour venir au Tchad, discrètement. C'est pour vous dire que si les Français partent, ils seront automatiquement remplacés par les Russes au nom d'une prétendue souveraineté. Donc, Mohamed a piégé à la fois la France, pour une autre fois, piégé la France parce qu'en fait, la France s'est retrouvée dans un rouleau compresseur. Engrenage politique, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, nous qui sommes des observateurs très fins de l'attitude politique de M. Mohamed Idriss, de son tempérament et de son ministre des Affaires étrangères, nous sommes convaincus que les Russes vont certainement remplacer les Français dans quelques jours. Et tout ça, c'est les conséquences d'une politique désastreuse de la France dans notre pays. Merci Makaïla d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir éclairé sur cette situation déjà de plus en plus compliquée, il faut se l'avouer.